Bien, nous allons commencer ce débat. D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là. Nous sommes... nous représentons les Coteaux de Seine Autrement, qui est une association locale dont le but est de fournir, d'animer la vie locale et de fournir l'occasion de traiter des sujets, je dirais, d'intérêt général. C'est vraiment une animation civique. On a aussi un peu la prétention de servir de think tank, pour prendre des mots à la mode, aux élus qui ont le cœur à gauche et qui sont dans les communes de Bougival, La Celle-Saint-Cloud et Louvciennes, qui était en fait une communauté de communes qui a été un peu éclatée, puisque pour deux, nous sommes maintenant dans Versailles-Grand Parc, et puis Louvciennes est avec Saint-Germain. Alors, juste un petit mot, dire, parmi vous, s'il y en a qui ont des sujets d'intérêt, qui n'hésitent pas à nous en parler. S'il y en a certains qui veulent même nous aider à mettre en place un débat, ils seront bienvenus. Nous accueillons volontiers tous ceux qui veulent participer à ce genre d'activité. Donc maintenant, je remercie vivement Amélie Canon, présidente d'Hightech, et Édouard Boursieux, qui représente la Commission européenne en France pour les questions commerciales, donc d'avoir accepté de venir, de s'exiler dans cette agréable banlieue parisienne. La façon dont ce débat va être organisé, pour le rendre un petit peu plus lisible, parce que le sujet est assez complexe, on a prévu donc de le décliner en 5 ou 6 thèmes, donc 5 ou 6 séquences séparées, courtes. Pour chacune des séquences, on aura une présentation d'Édouard Boursieux et les commentaires ad hoc d'Amélie Canon. Et je pense que cette façon de faire vous permettra aussi de noter vos questions. On va essayer d'avancer suffisamment vite pour réserver environ 40 minutes pour la partie questions-réponses. Donc je vous encourage à les préparer, à les noter par écrit. Ça nous facilitera ensuite les échanges. Donc, on va pouvoir commencer avec la première séquence. Bien, la première séquence est fatalement la présentation de ce qu'est ce TAFTA, quels sont les objectifs. Est-ce que ce sont de bons objectifs? Quels sont-ils et est-ce que ce sont de bons objectifs? Donc, merci. Et merci pour votre invitation. Remarquable que vous organisez spontanément pour organiser ce genre d'événements sur ce genre de sujets, qui sont des sujets qui sont pas faciles, mais sur lesquels il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions qui se sont posées jusqu'ici, beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup de malentendus aussi, et donc c'est bien qu'on ait l'occasion de clarifier un petit peu de quoi il s'agit exactement, de parler de la réalité des négociations et pas seulement de ce qu'on peut projeter de ce qui pourrait être dans ces négociations et qui n'est pas nécessairement en jeu en pratique autour de la table de négociation. Alors sur les objectifs, les motivations qui sont derrière
ces négociations pour un partenariat transatlantique. Je vais essayer de m'efforcer de parler de partenariat transatlantique pour éviter les acronymes, mais ma langue pourrait glisser, fourcher, et je pourrais utiliser l'acronyme TTIP pour, en anglais, Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement, qui est le nom officiel de ces négociations. Je sais qu'en France, on appelle souvent le TTIP TAFTA, qui n'est pas beaucoup plus français comme type d'acronyme. Moi, ça ne me pose pas de problème particulier, c'est juste un petit peu source de confusion, peut-être parfois. Mais donc, on peut utiliser indifféremment TTIP ou TAFTA, sachant que le nom officiel, c'est quand même TTIP. Mais pour simplifier, j'essaierai plutôt de parler de partenariat transatlantique. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Quelles sont les motivations derrière ces négociations? Bon, fondamentalement, elles sont de deux ordres. Il y a des motivations, des raisons stratégiques à l'échelle mondiale derrière ces négociations, et il y a des raisons économiques qui concernent plus la situation de l'économie européenne. Sur le premier point, c'est vraiment une question qui est liée à l'évolution de l'économie mondiale, à l'évolution du commerce mondial, à l'émergence de nouveaux acteurs, de nouveaux concurrents à l'échelle mondiale pour l'Europe. Vous les connaissez tous, évidemment, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, d'autres pays, qui posent un certain nombre de défis aux économies industrialisées comme l'économie européenne. Je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, l'émergence de la Chine ou de l'Inde dans l'économie mondiale. Moi-même, j'ai habité pendant 3 ans en Inde et je suis particulièrement sensible à la situation indienne. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté en l'espace d'une vingtaine d'années grâce à l'émergence de ces nouveaux grands acteurs du commerce mondial. C'est un des rares objectifs de développement du millénaire de l'ONU qui a été tenu grâce à leur part dans le commerce mondial. Donc il y a beaucoup d'aspects positifs qui sont liés à ça, qui sont fondamentaux, y compris d'ailleurs pour les économies développées comme l'économie européenne. Mais il y a aussi beaucoup de questions que ça pose. Le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace, s'éloigne de l'Union européenne. Le poids de l'Europe dans le monde diminue naturellement. Et la question, c'est est-ce qu'on veut continuer à peser sur le cours des choses, à jouer un rôle dans la mondialisation? Est-ce qu'on veut essayer de façonner la mondialisation d'une manière qui est plus acceptable d'un point de vue européen, ou est-ce qu'on accepte d'être peu à peu marginalisé, ou est-ce qu'on accepte la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui? Du point de vue européen, la réponse est qu'on doit jouer un rôle actif, stratège dans la mondialisation, pour tirer parti de la mondialisation, qu'on peut améliorer et qu'on doit améliorer un certain nombre de choses aujourd'hui. Il y a un manque de règles aujourd'hui dans le commerce mondial. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a essayé de développer au cours des dernières années des règles, d'abord dans le cadre multilatéral, à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, sur les questions sociales et les questions environnementales, par exemple. Il n'y a aucune règle aujourd'hui dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce sur les questions sociales ou sur les questions environnementales. Il faut pouvoir développer des règles sur ces aspects-là. Sur les questions énergétiques, il n'y a pas très peu de disciplines dans le cadre de l'OMC aujourd'hui sur les questions énergétiques, ce qui fait que certains grands pays peuvent s'amuser à couper le gaz à leurs voisins en plein hiver sans que ça pose de problèmes particuliers. Sur le comportement des entreprises d'État, quand on pense à la Chine, encore une fois, la Chine est parfaitement légitime à se développer et à jouer un rôle important dans le commerce mondial, mais il y a une question de justesse, de loyauté de la concurrence, et il faut un minimum de discipline sur le comportement des entreprises d'État quand elles viennent concurrencer les entreprises privées qui ne sont pas massivement subventionnées par les États. Donc il y a un besoin de règles. Ce n'est pas le Far West ou le libre-échange à tout crin. Il faut aujourd'hui pouvoir réguler la mondialisation. On a pendant longtemps essayé de le faire au niveau européen dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, l'OMC
malheureusement, c'est vraiment un drame pour le système multilatéral et pour l'Union européenne, et largement bloqué dans sa fonction de négociation. Et donc il faut trouver d'autres moyens d'aller de l'avant. Et on le fait aujourd'hui en approfondissant nos relations, en renforçant nos relations avec nos principaux partenaires commerciaux. C'est pas seulement avec les États-Unis, on parle beaucoup des négociations avec les États-Unis, mais en pratique, on négocie en même temps avec la plupart de nos partenaires. On négocie un accord très important avec le Japon, par exemple, dont on ne parle jamais, alors qu'il y a aussi des enjeux stratégiques très importants avec le Japon. On négocie avec l'Inde, on négocie avec les pays du Mercosur, on a conclu un accord avec le Canada, on a conclu un accord tout récemment avec le Vietnam, avec Singapour, avec l'Équateur. Donc on a une politique commerciale qui est très active, d'engagement de nos partenaires au niveau bilatéral. Mais évidemment, quand on pense à l'impact qu'on peut avoir sur l'économie mondiale, ce qu'on peut faire avec les États-Unis, sachant qu'à nous deux, on pèse encore très lourd à l'échelle mondiale, on représente plus de 40% du PIB mondial, le tiers des échanges commerciaux à l'échelle mondiale. Donc tout ce qu'on fait ensemble, tout ce qu'on peut faire ensemble, peut avoir un effet d'entraînement très fort à l'échelle mondiale. Donc on a vraiment, avec les États-Unis, une opportunité peut-être plus importante qu'avec d'autres partenaires, de reprendre vraiment l'initiative et de faire preuve de leadership dans un certain nombre de domaines, de développer des règles qui pourront ultérieurement être utilisées, notamment dans le cadre de l'OMC. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu stratégique. C'est la place de l'Europe dans le monde à horizon 20 ou 30 ans qui est en jeu. C'est le rapport qu'on a à la mondialisation, le besoin de réguler la mondialisation qui est en jeu. Après, il y a un autre enjeu qui est également très important, qui est beaucoup plus concret pour les Européens, qui n'est pas un enjeu planétaire et d'avenir comme le premier. C'est un enjeu de contribution à la relance de l'économie et à la création d'emplois en Europe. Quand je dis contribution, j'insiste sur ce mot, c'est clairement pas ces négociations qui seront la solution ultime pour relancer la croissance en Europe et pour lutter contre le chômage en Europe. C'est une contribution parmi d'autres. Il y a beaucoup de choses très importantes à faire sur le plan domestique en Europe, sur le plan des politiques internes, mais c'est une contribution qui est importante. Je crois pour deux raisons. Un, parce que là encore, si on se projette un petit peu, 90% du surcroît de demande à l'échelle mondiale dans les 15 ou 20 ans à venir viendra non pas de l'Union européenne mais du reste du monde. Donc si on veut une croissance durable au sein de l'Union européenne, on doit renforcer nos relations avec les principaux pôles de croissance à l'échelle mondiale. On doit s'arrimer sur ces principaux pôles de croissance à l'échelle mondiale. Il y a une dimension dynamique qui est très importante. Et puis le deuxième point, c'est que on regarde ce qu'on a fait jusqu'ici, on regarde les accords qu'on a négociés jusqu'ici et quel a été leur impact. Et ce qu'on observe, c'est que ça marche, c'est une contribution, encore une fois parmi d'autres, mais c'est une contribution qui apporte des résultats. On a mis en œuvre, voilà maintenant 5 ans, un accord avec la Corée du Sud, qui a été très difficile à négocier. C'était un pays, un marché émergent très important, mais en même temps un maquis de barrières non tarifaires, la Corée du Sud. J'étais impliqué dans le lancement des négociations. Il y avait beaucoup de doutes au moment où on a lancé les négociations sur la capacité de l'Union européenne à tirer parti vraiment de ces échanges avec la Corée du Sud. 5 ans plus tard, le résultat est là. Les exportations européennes ont augmenté de plus de 70%. Le déficit commercial historique qu'on avait avec la Corée du Sud de 10 milliards d'euros par an est devenu un excédent commercial de 10 milliards d'euros par an. Les difficultés qu'on avait notamment dans le secteur automobile, qui avait fait couler beaucoup d'encre en France en particulier au moment de la mise en œuvre de l'accord, où Arnaud Montebourg voulait immédiatement instaurer des clauses de sauvegarde. Les difficultés qu'on avait dans le secteur automobile ont été résolues. On a multiplié par 3 les exportations automobiles européennes vers la Corée du Sud.
Et le déficit commercial qu'on avait en matière automobile est devenu un léger excédent commercial. Tout ça sur un fond de redistribution des cartes sur le marché coréen, où la Chine a gagné beaucoup de parts de marché dans les importations européennes dans les importations coréennes depuis 20 ans, mais l'Europe a vu ses parts de marché augmenter, passer de 9% des importations coréennes à 13% des importations coréennes, donc une augmentation très significative en l'espace de quelques années depuis la mise en œuvre de notre accord, alors que les parts de marché américaines stagnaient autour de 10% et les parts de marché japonaises diminuaient de 13 à 11%. Donc il y a vraiment des enjeux aujourd'hui dans la mondialisation. C'est pas un monde bisounours, j'aime pas beaucoup cette expression, mais c'est la seule qui me vient. Il y a vraiment des enjeux économiques et on a les moyens, à travers une politique commerciale active, de tirer parti, tirer notre épingle du jeu dans ce type de domaine. Je vois que le temps presse, donc je vais essayer de conclure assez vite. Avec les États-Unis, c'est exactement la même logique qui est à l'œuvre. Chercher d'une manière concrète, pragmatique, à lever les difficultés qui existent aujourd'hui dans les échanges avec les États-Unis, autant que possible. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, il y a des choses qui tiennent à des choix de société, à des choix politiques, et ça, on n'y touchera pas. Mais il y a beaucoup de domaines où il y a des difficultés encore aujourd'hui dans nos échanges avec les États-Unis, même si on échange énormément avec les États-Unis, c'est notre premier partenaire commercial, donc il y a beaucoup d'enjeux avec les États-Unis. Il y a beaucoup de domaines concrets où, dans la vie de tous les jours, les 22 000 entreprises françaises qui exportent aux États-Unis ont des difficultés à bénéficier des opportunités commerciales sur le marché américain. C'est vrai dans les droits de douane, c'est vrai dans les marchés publics qui sont un enjeu fondamental pour l'Union européenne et pour la France en particulier, où il y a une asymétrie entre le degré d'ouverture européen et le degré d'ouverture américain qui est anormal et qu'il faut corriger. C'est vrai dans beaucoup de domaines, dans les services, dans l'agriculture. Il y a besoin de défendre et de promouvoir les indications géographiques européennes aux États-Unis. Donc il y a énormément de choses à faire et qu'on s'efforce de faire aujourd'hui. On est en plein dans la négociation et sujet par sujet, on s'attelle à essayer de faciliter la vie des opérateurs entre les deux rives de l'Atlantique. Je m'arrête là. Il y a beaucoup de questions aussi qui posent ces négociations, mais on reviendra là-dessus, donc je ne parle pas de tout ça. Bien, je ne vais pas faire de commentaires, je vais vous laisser. Ça marche. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de cette invitation. En effet, je pense qu'une chose que nous partageons avec Édouard Boursieux, sans aucun doute, c'est la satisfaction de voir que ce TAFTA suscite autant d'intérêt de la part des citoyens un peu partout en France, parce que lui comme moi, nous déplaçons pas mal pour aller participer à ce type de débat, et c'est toujours bien quand ce type de débat public a lieu, d'autant plus, et je pense que là aussi il en conviendra, quand on travaille depuis longtemps sur les questions de commerce international, on n'a pas souvent l'occasion d'en débattre avec les citoyens, parce que c'est un sujet bien souvent difficile, technique, et avec lequel voilà, les citoyens n'ont pas forcément toujours le souhait de se coltiner, disons. Donc c'est une première chose tout à fait satisfaisante. Je dis rapidement 2 mots avant de commenter ce qui vient d'être présenté sur la campagne que je représente d'une certaine façon ici. Je préside une association qui s'appelle l'ETEC, comme vous le voyez sans doute sur la pancarte, même si moi je ne la vois pas. Mais c'est pas finalement tellement ça qui est important, c'est que cette association, elle est membre d'une campagne nationale qui s'appelle le collectif Stop TAFTA, dans laquelle il y a 70-80 organisations aujourd'hui de toutes sortes, associations de citoyens, de protection de l'environnement, des syndicats, des mouvements divers, de défense des droits des animaux. On a à peu près 150 déclinaisons locales de cette campagne nationale partout dans le territoire en France. Et puis, on a une petite originalité aussi, c'est qu'on propose aux collectivités locales de se déclarer hors TAFTA, et on en a quasiment 700 aujourd'hui, maires, collectivités, communes de toutes sortes, régions également, qui ont pris la résolution symbolique, certes, mais importante politiquement, de se dire hors TAFTA.
Donc cette campagne a beaucoup de dimensions. Je vais vous en présenter certains aspects au cours de cette discussion, mais évidemment, on est tout à fait à disposition pour vous répondre, vous communiquer des documents et les multiples publications et matériels qu'on produit. Et que, je dois avouer, j'ai oublié d'amener, je m'en excuse, et je pourrais vous envoyer un petit paquet si vous le souhaitez. Il y a plusieurs choses dans ce qu'Édouard Boursieux a présenté que nous récusons de façon assez forte et qui justifie que nous voyons arriver ce TAFTA de manière beaucoup moins enthousiaste qu'il ne le voit arriver lui probablement. Et je voudrais commencer par dire que notre problème n'est pas que cet accord se négocie avec les États-Unis. Ça n'est pas les États-Unis en soi qui nous posent difficulté et qui nous angoissent. On se pose exactement le même type de questions à l'égard des nombreuses autres négociations commerciales qui sont en cours aujourd'hui. L'accord qui était en négociation avec le Canada et qui a été conclu dernièrement, dont on a la version définitive depuis le mois de février maintenant, nous pose pour nous exactement le même type de questions, puisque son contenu renvoie très largement à des choses qu'on redoute de voir apparaître dans le traité avec les États-Unis, on pourra y revenir. Mais on sait également que des négociations avec le Mercosur, donc les pays du cône sud de l'Amérique latine, pourraient porter de gros risques pour l'agriculture en Europe et en France, par exemple. Donc c'est aussi une négociation que nous voyons d'un œil tout à fait inquiet, pour le moins. Il y a tout un tas de questions qui se posent dans les négociations avec le Japon également. Bon, voilà. Donc le problème n'est pas les États-Unis, le problème est la logique de négociation d'accords commerciaux de plus en plus nombreux qui répondent tous à la même préoccupation, c'est-à-dire plus de croissance égale plus de PIB, plus de richesse, plus d'emplois et un pouvoir d'achat nécessairement accru. L'exemple qui a été pris des Indiens et des Chinois qui sont sortis de la pauvreté grâce à leur insertion sur le marché mondial, je pense quand même mérite d'être largement discuté à mon avis, et je pense que vous en conviendrez qu'on ne peut pas quand même attribuer aux politiques d'expansion commerciale de ces deux pays la totalité de ce bilan-là, parce que ce sont justement des pays qui ont aussi conservé de nombreuses mesures de régulation et de contrôle aux frontières, et je crois que précisément la politique de négociation commerciale que porte aujourd'hui l'Union européenne, c'est ce qui lui manque. C'est quelle réflexion sur ses propres régulations, ce que dans la discussion avec les États-Unis, avec le Canada, justement, on n'a pas véritablement vu se développer. Et donc ce modèle qui consiste à dire que plus de commerce, c'est forcément plus de croissance, c'est forcément plus de pouvoir d'achat et de bien-être pour les citoyens, contrairement à ce qui a été dit, il se trouve que ça marche pas. Et alors vous preniez l'exemple de l'automobile avec la Corée, c'est excellent comme exemple parce que on vend peut-être plus de voitures en Corée. J'imagine que là vous évoquiez l'Union européenne dans son ensemble, probablement. Mais alors, étrangement, on n'a pas vu que plus de voitures vendues en Corée et alors plus de résultats positifs pour les entreprises automobiles de l'Union européenne, ça produisait plus d'emplois pour les ouvriers de l'automobile que, voilà, en tous les cas, d'un point de vue français. Encore une fois, on peut sans doute le regarder à l'échelle de l'Union européenne, il y a sans doute des pays qui ont bénéficié davantage que la France, mais on n'a pas vu que ça produisait plus d'emplois, que ça améliorait l'état de l'industrie automobile dans notre pays et qu'à la fin, ça profitait véritablement aux gens. Et ça m'amène à dire que ce que vous nous racontez là, ça ressemble beaucoup, je trouve, à un conte, un petit peu, c'est-à-dire une lecture de l'histoire qui est macro, avec des grands chiffres, des grandes données, des grands processus, mais qui traduit dans la réalité, en fait, et au plus près de la vie des gens, n'a pas beaucoup de tous les impacts positifs que vous décrivez. Au contraire, on voit bien que ces accords, bien souvent, c'est beaucoup plus d'emplois perdus, d'inégalités, de pouvoir d'achat érodé. Alors, effectivement, il existe des évaluations produites sur commande de la Commission, mais pas uniquement, il y a d'autres types d'évaluations aussi, qui tendent toutes et qui fonctionnent sur des modèles macroéconomiques
quantitatifs qui tentent à dire que cet accord, d'ici 10 ans ou 15 ans, pourrait avoir des effets positifs en termes de croissance et en termes de richesse globale. Nous, on produit en face au moins une étude, mais d'autres sont en cours, qui dit tout le contraire, qui repose sur un modèle complètement différent, qui est une étude qui a été produite par un économiste d'une université de Boston, Jérôme Capaldo, et qui dit à l'inverse que le TTIP, le TAFTA, pour donner quelques chiffres qui concernent la France, en France, c'est d'ici 10-15 ans, moins 130 000 emplois, en France, hein, j'entends, hein, on parle plutôt de moins 500, moins 600 000 à l'échelle de l'Europe. À long terme, des pertes de pouvoir d'achat, probablement en France, les plus importantes parmi tous les pays d'Europe. Une baisse des exportations, une baisse des recettes publiques qui seraient liées, en fait, évidemment, à la disparition des derniers droits de douane et donc aux recettes douanières qui sont liées. Bon, cette évaluation n'est sans doute pas plus la vérité parfaite que celle qui est produite... qui a été produite sur commande de la Commission, mais ce que ça raconte, c'est que quand même présager les résultats économiques à l'horizon de 10 ou 15 ans de ce type d'accord, c'est impossible, et qu'au regard des risques qui sont là et de l'imprévisibilité de ce type d'accord, les dangers sur tout un tas d'autres sujets sont beaucoup trop importants pour que se lance sans aucune sorte d'évaluation sérieuse des impacts qu'un accord comme ça va avoir. Il y a tout un tas de secteurs comme le secteur de l'agriculture, mais pas seulement, hein, dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, sont des accords qui auront des conséquences négatives de notre point de vue. Dans le domaine des services publics, les contraintes qu'ils auront sur les élus locaux, pour les collectivités locales, pour d'autres raisons encore, nous font redouter ces accords. Et même si, dans certains secteurs, on peut imaginer que peut-être un certain nombre d'entreprises en profiteront, beaucoup d'autres n'en profiteront pas, au contraire, seront profondément pénalisés par ces accords qui se dessinent là. Donc voilà, c'est un peu pour ces raisons qu'on tente à dire que, faute de certitude sur leurs impacts, il est préférable de s'abstenir. Merci. J'avais encore du temps, Diable. Non, non, Bon, bah, tant pis. non, j'étais en train de l'enlever. Ça me fait un crédit d'une minute. Non, non. Bon, avant de prendre les thèmes sur les secteurs qui sont concernés, il y en a un pour lequel on pourrait aller, j'espère, rapidement, c'est-à-dire 3-4 minutes chacun, sur l'aspect qui est apparu récemment, le problème de transparence, de secret, etc. Donc, je dirais quelques mots pour épuiser ce sujet, le mettre de côté. Je crois que c'est pas le cœur du problème. Ok. C'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir répondre. Peut-être juste un mot très très court sur. J'aurais voulu répondre sur tous les points, mais sur l'étude de Capaldo dont vous parliez à l'instant. Le type a tiré le jackpot parce que c'est l'étude qui donne des résultats négatifs. Elle est faite par un doctorant alors que toutes les autres études sont faites par les meilleurs centres de recherche en économie internationale qui travaillent sur les politiques commerciales depuis longtemps. Financé par les lobbies industriels. Voilà, le CEPI par exemple en France, qui est le Centre d'études prospectives et d'information internationale, qui est un centre de recherche qui existe depuis 40 ans, qui est lié au commissariat au plan, en fait, qui est un centre de recherche public, pas du tout financé par les lobbies, et où il y a les meilleurs économistes en matière de politique commerciale en France. Capaldo, lui, bon, c'est un jeune homme qui est certainement très estimable, mais qui a utilisé un modèle macroéconométrique qui n'a rien à voir avec les politiques commerciales. Il n'y a pas les droits de douane dedans, il n'y a pas les autres types d'obstacles en matière de politique commerciale. On a du mal à comprendre comment, à partir de là, il peut arriver à des chiffres et une quelconque validité, mais en tout cas, le fait qu'il l'ait fait, pour lui, c'était plutôt une bonne chose, parce qu'effectivement, il a été repris
ad nauseam par tous ceux que ça arrangeait. Mais personnellement, moi, je n'ai pas parlé de modélisation économique parce que je pense qu'il vaut mieux regarder, comme je l'ai fait pour la Corée, regarder ce qui a été fait et regarder ce que ça a apporté concrètement, ex post, plutôt que de faire des batailles de chiffres sur des choses, des modèles dans lesquels d'ailleurs la compréhension atteint très vite ses limites quand on n'est pas un spécialiste de la modélisation et d'usage de ce type de modèle. Sur la transparence, en 3 minutes à partir de maintenant, c'est une grande question dans ces négociations et c'est une question qui est parfaitement légitime. Il y a un intérêt public, citoyen sur ces négociations. Il y a un droit de savoir ce qui se passe. C'est des choses qui concernent potentiellement tout le monde. Aujourd'hui, le champ de la politique commerciale, il est plus large que dans le passé. Il peut y avoir des interactions avec d'autres politiques publiques, avec des choix politiques. Ce qui est absolument fondamental, c'est que justement, il n'y ait pas de supériorité, quelle qu'elle soit, de la norme commerciale sur les autres politiques publiques. Les autres politiques publiques ont leur logique et rien ne doit remettre ça en cause. Je pense aux politiques environnementales, je pense aux politiques sociales, je pense aux questions de santé, à beaucoup de dimensions, aux questions de protection des données personnelles. C'est des choses qui sont fondamentales, qui en aucun cas ne doivent être remises en cause par l'intermédiaire de ce type de négociations, qui ne sont pas là pour ça, il y a d'autres chats à fouetter. Et donc c'est fondamental qu'il y ait suffisamment de transparence pour que chacun puisse s'assurer que c'est bien le cas. Et la transparence, elle est là. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits depuis 3 ans dans ce domaine. Beaucoup de choses qui ont changé. Le mandat de négociation qui est donné à l'unanimité par les 28 États membres de l'Union européenne, qui était confidentiel au départ, parce que traditionnellement, historiquement, c'est toujours un mandat qui a été donné de manière confidentielle par le Conseil de l'Union européenne, les 28 États membres à la Commission pour négocier. Maintenant, il est public. Il avait fuité très rapidement. La France a pris une initiative pour le rendre public. La Commission a soutenu cette initiative. Certains États membres étaient réticents, voulaient garder leur prérogative de donner un mandat qu'eux seuls connaissaient à la Commission. Il y a eu finalement un accord pour qu'il soit public, et c'est très bien. Et on peut voir dans ce mandat quels sont les objectifs de l'Union européenne dans ces négociations et quelles sont les lignes rouges, les choses qui sont sacrées, qui sont fondamentales, qui ne doivent pas être dépassées. Et tout ça correspond assez largement à ce que j'ai dit en introduction. Il y a une deuxième chose qui est fondamentale aussi en termes de transparence, c'est que Cecilia Malmström, la nouvelle commissaire au commerce, qui est arrivée il y a 1 an et demi sur le dossier commerce à la Commission, avec la nouvelle commission qui est arrivée à la fin de l'année 2014, suite aux élections européennes de juin 2014. Cecilia Malmström, qui est suédoise, qui a une haute idée de la transparence des administrations publiques, du devoir de transparence des administrations publiques, vu ses origines, a décidé de publier systématiquement tous les textes que la Commission met sur la table des négociations dans le cadre du partenariat transatlantique. Tout ce qu'on engage au nom de l'Union européenne est public et librement accessible sur le site internet de la Commission. Donc Greenpeace, comme vous savez, a publié un certain nombre de documents il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Tout ce qui concerne la partie européenne de ces documents était public depuis déjà 3 mois, 6 mois, 1 an, selon les documents en question, sur le site internet de la Commission. Il y a des centaines de documents qui sont librement accessibles aujourd'hui sur le site internet de la Commission. Je vous invite à taper TTIP Commission dans n'importe quel moteur de recherche. Vous arriverez très facilement à tous ces documents et sur chacun des sujets, vous pourrez vous faire votre propre idée. Je ne parle pas de propagande, de tracts rédigés par la Commission pour dire tout ça est formidable, je ne sais quoi. Je parle des textes qui sont mis, des textes juridiques qui sont mis sur la table des négociations par le négociateur européen au nom de l'Europe. Ça, c'est fondamental. Et des textes qui sont assortis de notices explicatives, parce que c'est des textes qui sont assez techniques, assez compliqués, pour expliquer article par article de quoi il s'agit, quel est l'objectif, quel est le principe. Il y a beaucoup d'autres mesures en termes de transparence
qui ont été prises par ailleurs, la publication systématique maintenant d'un compte-rendu exhaustif des cycles de négociation, après chaque cycle de négociation. Mais je crois qu'on va revenir là-dessus, il y a énormément évidemment de choses qui sont faites en interaction avec les 28 États membres, le Parlement européen et les parlements nationaux, qui sont les institutions démocratiques légitimes qui contrôlent les négociations. On en reparle après. Ouais. Et donc il y a évidemment une information qui est continue en fait, du Parlement européen et des États membres sur l'état des négociations. Il n'y a aucune décision qui est prise dans le processus de négociation par le négociateur européen, par la Commission, qui se fait sans une discussion préalable avec le Parlement européen et avec le Conseil, avec les États membres. Et avec par ailleurs un groupe consultatif qui implique la société civile, avec des représentants de tous les secteurs économiques, des organisations de défense de l'environnement, des syndicats européens et des associations de consommateurs.